Heu, Tout marche hyper bien, enfin voilà, l'agence elle surperforme, tout est génial. Sauf que dans le train retour, dans le TGV, eh bien je fais, une grosse crise d'angoisse, quoi. Ah C'est-à-dire bon? qu'on est à 2 doigts d'arrêter le TGV, tout le monde dit: «Y a-t-il un médecin dans l'avion?» Pas dans l'avion, mais dans le train, enfin voilà. En fait, moi je pense que c'est assez simple, il faut prendre, tu vois, tu dis: «Bah, tu as peur de ça, OK. Bon bah, en fait, ça correspond à quoi cette peur-là?» Voilà. D'accord. Tu as peur de décevoir. Bon, en fait, les autres, en vrai, on s'en fout, quoi. Ouais, D'accord? À un moment donné, il faut prendre les décisions pour toi. ouais. Et ça, le jour où j'ai compris ça, ben, voilà. En fait, je quitte personne, en fait. Vous vous demandez comment tout recommencer quand parfois on est seul, fatigué et qu'on doit tout gérer? Car changer de vie, c'est pas toujours une envie. Parfois, c'est une urgence. Dans cet épisode, vous allez entendre l'histoire vraie de Valérie, maman solo de 4 enfants, qui a quitté un job stable après un épuisement total pour devenir hypnothérapeute. Elle nous raconte dans un témoignage touchant ce moment où son corps a lâché, le déclic qui a suivi, la peur de se lancer et surtout comment elle a reconstruit sa vie, son équilibre et sa liberté. On parle d'hypnose bien sûr, mais surtout de charge mentale, d'instinct, de reconversion, de marketing, de clients et de tout ce qu'on n'ose pas dire quand on change de vie. Si vous vous sentez à l'étroit dans votre quotidien ou que vous avez peur de faire ce pas de côté, restez avec nous. Ce que Valérie partage, c'est bien plus qu'un témoignage. C'est un guide, une permission, une preuve que c'est possible. Amis ambitieux, ce nouvel épisode est fait pour vous et plus largement à tous ceux qui font de leur vie un apprentissage continu. L'esprit de ce podcast, c'est l'ADN du renard du Tibet, c'est-à-dire observer, comprendre, s'adapter et avancer. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 4e épisode, mine de rien, ça avance, hein. Donc du renard du Tibet, dans ce nouveau décor que vous avez déjà découvert la dernière fois avec Solène Gransart, qui est influenceuse senior, mais j'aime pas trop ce terme senior parce qu'elle est tellement jeune et dynamique. Mais voilà, c'est comme ça qu'elle aime se présenter. Donc c'était très intéressant. Nous revoilà de nouveau avec Lola, Bonjour à tous. qui est avec nous encore aujourd'hui. Oui. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant. Nous allons parler de l'hypnothérapie. Toujours dans ce volet entrepreneurial, c'est-à-dire vraiment apprentissage. On est ici pour être dans le concret, dans le pratique. Donc vous allez entendre aujourd'hui des conseils, des tips, des astuces vraiment pour vous, pour votre propre projet, que ce soit de la reconversion ou lorsque vous êtes en train de vous chercher professionnellement. Vous avez des questions à vous poser. Je pense que Valérie va pouvoir vraiment apporter de l'information. Et justement, je suis très content de recevoir Valérie Belot. Ouais, C'est bien ça, Belot. Ouais. Belot. C'est vraiment très gentil d'avoir répondu à notre invitation pour participer à ce podcast. Ouais, je suis hyper contente d'être là. La première question qu'on pose à chaque fois, c'est qui es-tu, quel est un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à devenir aujourd'hui hypnothérapeute? Eh bien, moi, donc, je suis Valérie. J'ai l'habitude de dire que j'ai 29 ans. Je vous laisserai vous faire votre idée à propos de ça. Et je suis donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis hypnothérapeute. Donc, ça veut dire que je pratique l'hypnose en cabinet, donc de manière thérapeutique. On en parlera peut-être un peu plus tard pour faire la différence entre ce que vous pouvez voir à la télé ou en spectacle. Voilà. Moi, je pratique l'hypnose en cabinet. Donc, l'idée, en fait, c'est de la thérapie. Je vais aider les gens, en fait, à surmonter des blocages conscients ou inconscients, pour avancer sur leurs problématiques. Alors, ça peut être des personnes qui, par exemple, ont des troubles du comportement alimentaire, des phobies, par exemple. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont des phobies. Donc ça, on peut le traiter en hypnose, des peurs, des angoisses, mais aussi tout ce qui est le manque d'estime de soi, de confiance en soi. Je prépare aussi les étudiants pour des oraux ou quand on veut passer son permis. Voilà, donc l'hypnose, elle est vraiment diverse et elle permet d'avancer sur beaucoup de sujets. Et donc tu as toujours été hypnothérapeute? Pas du tout. Alors dis-nous tout. Ouais, c'est disons que ma 3e vie professionnelle. J'ai travaillé une dizaine d'années dans l'hôtellerie. Voilà. Je me destinais pas du tout à l'hôtellerie. Pas vraiment, on va dire. J'ai fait un BTS tourisme, voilà. Et j'ai travaillé 10 ans dans l'hôtellerie parce que j'ai pas mal voyagé. J'ai été aux États-Unis et j'ai eu une première expérience dans l'hôtellerie que j'ai trouvée absolument géniale. Et du coup, je suis rentrée en France et j'ai commencé réceptionniste, puis première de réception, puis responsable hébergement, puis directrice d'hôtel. Et puis, au bout de 10 ans, j'avais donc 2 enfants à l'époque. Et je me suis dit, là, ça y est, je suis directrice. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Soit je suis directrice d'un autre hôtel, soit... Voilà. Donc, je veux changer de vie. Et puis, un peu par hasard, j'ai quelqu'un qui vient à domicile pour me montrer un produit.
Et ce produit allait changer ma vie, mais je ne le savais pas encore à ce moment-là. Et donc, je rentre dans cette société de marketing de réseau, de vente à domicile, dans laquelle j'ai travaillé pendant 12 ans. Donc, pareil, j'ai commencé par juste vendre, en fait, et puis responsable de secteur, puis directrice pour toute l'île-et-Vilaine. Voilà, donc pendant 12 ans. Et pendant toutes ces années, j'ai eu 4 enfants quand même. Voilà, parce que je suis maman de 4 enfants qui ont entre 7 ans et le plus grand qui a 20 ans aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait ma carrière professionnelle aussi en étant maman de 4 enfants. Et puis un jour, voilà, il y a eu la fameuse goutte qui fait déborder le vase. Voilà, et puis j'ai décidé de changer de vie et je me suis orientée vers l'hypnose. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait que je change de chemin et que je fasse autre chose. Et quel a été le déclic justement de ce changement de vie ? Le déclic. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à... Je pense que des déclics, il y en a eu plusieurs. En réalité, je m'étais intéressée à l'hypnose déjà alors que je travaillais encore dans cette société parce que pour tout un tas de raisons personnelles, en fait, j'avais un fils qui avait des petits soucis, qui avait des crises d'angoisse, des choses comme ça. Donc je me suis d'abord intéressée à la PNL. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique, qui est très liée en fait à l'hypnose, évidemment, puisqu'en PNL, on a observé différents thérapeutes, et dans ces thérapeutes, on a observé Milton Erickson, qui est donc l'inventeur de l'hypnose ericksonienne, telle que je la pratique aujourd'hui et telle que la pratique un grand nombre d'hypnothérapeutes. Et quand je me suis formée à la PNL, dans ce centre de formation, on formait aussi à l'hypnose. Et il y a quelqu'un qui vient présenter la formation en hypnose, et je me suis dit « Ah, waouh !» En fait, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Donc, je me forme et je fais le premier niveau en fait, de formation en hypnose. Et puis, je continue ma carrière professionnelle en me disant un jour, il faudra que je revienne à ça parce que pendant toute cette formation, je me sentais hyper alignée. Ah oui. Avec ça, je sentais que j'étais au bon endroit. Mais voilà, à ce moment-là, on me propose un poste de direction, donc j'y vais et je continue, mais l'hypnose reste quand même, voilà, j'en fais comme ça un peu de temps en temps, j'essaye de ne pas perdre le fil, mais voilà, ça reste... donc c'est pour ça que je dis, voilà, il y a eu un déclic, mais le déclic, je pense, qui a fait que j'ai quitté mon travail, une entreprise dans laquelle j'ai adoré travailler pendant plus d'une dizaine d'années, voilà. Je suis arrivée à un moment donné, il y avait un séminaire à Paris, ces grands séminaires, quand on travaille dans des grosses sociétés comme ça, on a des grandes messes, des trucs un peu impressionnants. Et ce jour-là, c'est un peu la consécration, quoi. Je monte sur le podium, je suis 2e de France, enfin voilà, toute mon équipe est sur le podium, enfin c'est vraiment le truc génial, quoi. Et là, vous dites Valérie, mais c'est quoi ton déclic là ? Je comprends pas. Et bien justement, je me dis, là, je devrais être au summum du truc, je devrais être hyper heureuse, je suis hyper épanouie. Tout marche hyper bien, enfin voilà, l'agence elle surperforme, tout est génial. Sauf que dans le train retour, dans le TGV, eh bien je fais une grosse crise d'angoisse, quoi. C'est-à-dire qu'on est à 2 doigts d'arrêter le TGV, tout le monde dit y a-t-il un médecin dans l'avion ? Pas dans l'avion mais dans le train, enfin, voilà, c'est vraiment le truc. Et là, en arrivant à la maison, je me pose de grosses questions et je me dis, ouais, là il y a peut-être un truc qui va pas, quoi. Si d'être sur le podium, en fait... Tu ressens des trucs, des vents contraires, en fait, parce que j'étais plus alignée avec la façon de faire, en fait, dans la société. Donc, moi, je faisais à ma manière et je réussissais. Mais il y avait trop de fois où j'étais plus en accord, en fait, avec ce qu'on faisait au siège. Et à un moment donné, quand tu n'es plus en accord, allez, un petit peu, ça va, quoi. Mais quand 80% du temps, tu te dis non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, je suis pas d'accord, j'ai pas envie, voilà. Je me sentais plus à ma place en tant que directrice avec mes équipes, en fait, pour les mener là où je devais les emmener, puisque j'étais plus du tout en accord avec la politique de la société, quoi. Est-ce que tu peux décrire justement ton sentiment d'alignement ? Je pense que c'est assez simple, il y a même des sensations physiques, en fait. C'est-à-dire que quand je fais ça, je me sens hyper bien, il n'y a pas de questions qui se posent, je me dis même, punaise, je suis payée pour faire un truc qui est tellement génial, quoi. Ah oui. Tu vois, c'est vraiment ce sentiment. Et quand je travaillais avant, je travaillais dans la vente, donc c'est quand même, quand même assez... Et donc j'essayais d'amener de l'humain là-dedans. J'essayais d'amener du sens, j'étais dans l'accompagnement, j'étais auprès des équipes, voilà. Et aujourd'hui, j'ai pas besoin d'amener du sens. Je fais un métier qui a du sens tout court, en fait. D'accord. Okay. Les valeurs, en fait, me correspondent.
Et j'impacte en fait la vie des gens, quoi. C'est-à-dire que moi, quand quelqu'un vient me voir parce que n'arrive plus à dormir, fait des insomnies, que c'est terrible, qui prennent des médicaments, que voilà. Et quand je reçois un message 2 jours après la séance d'hypnose et qu'on me dit merci Valérie, quoi. Ça fait 2 jours que je dors comme un bébé, je prends plus de médicaments, quoi. Ben je me dis bah ouais, ça c'est ça que j'ai envie de faire en fait. J'ai envie de faire du bien aux gens et donc bah ouais, je me sens hyper alignée avec ça parce que ça correspond à mes valeurs en fait, d'être dans l'humain, d'accompagner. Et alors j'ai une question un petit peu choquante, mais pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt? Ah, pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Pourquoi dès la vingtaine tu n'as pas fait ça? Je pense que j'étais pas prête. Je pense que dans ces métiers d'accompagnement en fait, de thérapie, aujourd'hui, les expériences professionnelles que j'ai eues avant, ma vie de maman, tout ce que j'ai appris pendant ma... En fait, aujourd'hui, ça fait de moi la thérapeute que je suis à l'instant T, en fait. D'accord. Ça m'a apporté énormément aussi, de travailler dans la société dans laquelle j'ai travaillé, d'accompagner les gens, de faire grandir, de voir... moi, je suis passionnée par l'humain, en fait, par les gens, par la façon... Donc tu dirais que le désalignement s'est fait au fur et à mesure, c'est ça? Ouais, complètement. Okay. Ah ouais, j'ai adoré ce que j'ai fait. Hein. J'ai mais il y a un moment, tu t'es plus senti en accord avec... Ouais, petit à petit, en fait, il y a un fossé qui se creuse et tu te dis, mais... Et ça, je pense que c'est hyper important. Oui, je suis hyper douée pour ce que je fais. J'étais une très bonne directrice commerciale. J'avais des résultats de dingue, en fait. Mais c'est pas parce que tu es hyper bon pour quelque chose qu'il faut continuer alors que toi, ça te nourrit plus en fait au quotidien, quoi. Alors justement, à partir du moment où tu as pris la décision de changer de métier, tu avais déjà tes 4 enfants. Ouais. Tu étais accompagnée, tu avais quelqu'un? Non, j'étais maman solo à ce moment-là, ouais. Et alors, comment tu as géré cette pression d'avoir une baisse de salaire? Vraiment partir dans l'inconnu, sauter dans l'inconnu en ayant en plus la responsabilité de 4 enfants. Parce que j'imagine que derrière l'écran, il peut y avoir des personnes qui sont dans la même situation que tu l'étais, c'est-à-dire que, bah oui, mais j'ai 3-4 enfants, je suis responsable d'eux, moi je ne veux pas comme ça me reconvertir et changer de métier. Et toi, comment tu as passé cette peur-là? Eh bien, il y a eu effectivement des moments de doute. Hein. Oui. Je n'ai pas fait genre comme ça, quoi. Je me suis fait accompagner. En fait, je me suis fait coacher par une coach qui accompagne les gens, alors coach perso et coach aussi vie professionnelle. Alors, tu peux peut-être donner le nom de cette coach? Ouais, elle s'appelle Fanny Delagua. D'accord. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de top. Et ça m'a aidé dans la prise de décision aussi pour vraiment décider de partir, de quitter cette société. Et je pense que ça permet, parce que tu peux en parler à tes amis, tu peux en parler à ta famille, tu peux en parler à plein de gens, ils vont te conseiller, ils vont te dire plein de trucs, mais au final, ils n'ont pas le recul, ils te connaissent trop bien, ils savent... tu sais, c'est un peu comme quand tu as mal au dos, hein, tout le monde est kiné, quoi. Tout le monde va dire, fais tel étirement, fais tel truc, fais machin. Bon, bah là, en fait, à un moment donné, il y a des gens qui sont doués pour ça, qui ont des outils et qui peuvent t'aider, en fait, à prendre des décisions. Et moi, je me suis dit, bah là, je vais avoir besoin de quelqu'un, et donc... j'ai vu Fanny pendant, je pense, 4-5 mois, en fait. Hein, on se voyait toutes les 3 semaines en visio. Et ouais, ça m'a permis d'avoir des éclairages, des prises de conscience. D'accord. Et de prendre déjà la décision de partir, vraiment d'acter, quoi. Il y avait une espèce de travail de deuil, hein, carrément. Et puis d'enlever la culpabilité aussi de quitter mon équipe. Parce qu'à un moment donné, je suis restée pour mon équipe. Tu sais, un peu comme quand tu divorces et que tu restes pour les enfants. D'accord. Voilà. Ouais. Moi, je restais en fait pour mon équipe. Donc, le fait de me faire coacher, ouais, ça m'a permis d'avancer, de comprendre en fait des choses, de faire un pas de côté et de me dire, ok, donc il y a ça. Et c'est elle aussi qui m'a dit à un moment donné, ok Valérie, qu'est-ce qui te fait peur en fait dans le fait de partir? Qu'est-ce qui te fait peur dans l'idée de peut-être demain te mettre à ton compte, quoi? Alors justement, tu me dis que tu avais la peur de décevoir tes équipes, la peur peut-être aussi de ne pas assurer auprès de tes enfants. Est-ce que tu avais d'autres peurs aussi comme ça? La peur de me planter, en fait. Oui. Ouais. Enfin, voilà, juste de me dire, si je me lance, et si ça fonctionne pas, quoi. Il y a plein de gens qui se lancent, et puis ça fonctionne pas, alors pourquoi moi j'y arriverais? Forcément, à un moment donné, t'as tout ça, en fait, qui t'assaille. Et en fait, moi, je pense que c'est assez simple. Il faut prendre, tu vois, tu dis, t'as peur de ça. Ok. Bon, en fait, ça correspond à quoi, cette peur-là? D'accord. T'as peur de décevoir. Bon, en fait, les autres, en vrai, on s'en fout, quoi. Ouais. D'accord? À un moment donné, il faut prendre les décisions pour toi. Ouais. Et ça, le jour où j'ai compris ça, voilà. En fait, je quitte personne, en fait. Je prends une décision pour
Bon, moi, je m'en vais. Les autres sont libres de rester ou de partir s'ils en ont envie, quoi. Et en fait, tu prends chaque peur, tu vois, chaque doute, chaque truc, et tu les élimines au fur et à mesure. En tant que maman, être un exemple pour mes enfants, c'est hyper important. Mon fils de 20 ans, aujourd'hui, il a déjà créé son entreprise, en fait, quoi. D'accord. Et il me dit, maman, t'es un exemple, quand je vois ta persévérance, quand je vois ce que tu fais, quand je vois ce que tu as été capable de faire. Et donc, pour moi, c'est une petite victoire, parce que je me dis, j'ai pu l'inspirer et lui dire, regarde, c'est possible. Et moi, je trouve ça génial qu'à 20 ans, il soit capable de faire ça, en fait, et de déjà passer ce pas que moi, j'aurais pas fait, parce que j'avais peut-être besoin d'un autre chemin. Et pour reprendre ce que tu disais, la peur de me planter, en fait, comment tu fais pour combattre ça? Tu dis, ok, qu'est-ce que je vais mettre en place, en fait? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Comment je vais communiquer? Par quelles étapes je vais passer? En fait, je pense que quand tu communiques correctement, tu n'as pas besoin d'avoir 600 followers. Enfin, moi, j'ai pas tant que ça de monde, hein. Il y a à peine 200 personnes, en fait, sur mon compte. Mais sauf que la moitié de mes rendez-vous, aujourd'hui, viennent d'Instagram. Tu nous dis que tu n'as qu'environ 200 followers sur Instagram, mais sur les 200, tu as un taux de conversion qui est énorme parce que la plupart de tes rendez-vous sont... Ouais, en fait, les gens voient sur Instagram et puis après, dans ces métiers-là, comme tu le sais peut-être, hein, toi tu recommandes certainement ton médecin ou ton kiné ou ton ostéo, voilà. Bon, en fait, dans les thérapies en général, c'est comme ça. Donc, il y a une personne qui m'a vue, qui me voit, qui me republie, qui me communique, voilà. Et puis, j'avais du réseau, hein. J'ai quand même dirigé une agence où il y avait 180 personnes, des commerciaux qui avaient aussi des comptes Insta de 30 000 personnes. Voilà. Donc quand je me suis lancée, je leur ai dit les filles, vous pensez à moi, et hop, elles ont repartagé mon compte. Et ça m'a fait connaître aussi, même si les gens ne me suivent pas, ils m'ont vu. Ils ont cliqué, ils ont pris rendez-vous. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que dans les 200 abonnés, tu as beaucoup de fans, entre guillemets, qui vont te relayer à d'autres personnes, mais qui, eux, ne font pas forcément s'abonner à ton compte. Ouais, c'est ça. Ils relayent en fait mes vidéos. Ils relayent tes vidéos. Mes vidéos, mon contenu. Ton contenu, c'est ça. Où je parle, je parle d'hypnose, j'essaye de démystifier un peu le truc aussi, parce qu'il y a beaucoup de trucs autour de l'hypnose. Justement, on va en parler. Et est-ce que justement, dans tes consultations, tu incites tes nouveaux patients à s'abonner à ton compte Instagram, ou tu laisses les choses se faire naturellement? Alors, en fait, ce que je fais, c'est que je leur demande en fait comment ils m'ont connu. D'accord. Parce que ça me permet de savoir si c'est du bouche à oreille, si c'est Instagram, si c'est mon site internet, si c'est moi en fait, parce que je fais aussi beaucoup de réseaux en fait, hein. Je vais dans des réseaux pros, je fais des after-work, des choses comme ça. Donc ça c'est ton deuxième canal d'acquisition, c'est les after-work, le networking. Ouais. D'accord. Ça marche bien ça? Ouais. Ah ouais. Ouais. En fait, j'aime rencontrer les gens. D'accord. Donc je trouve ça assez simple. Quand tu as un métier comme le mien qui est passionnant, en général, tu arrives quelque part et tu dis tu es hypnothérapeute. Ah ouais. Voilà, tout de suite, donc t'expliques, tu démystifies justement. J'ai un peu l'impression d'avoir une mission aussi d'expliquer ce qu'est vraiment l'hypnose thérapeutique par rapport à ce que vous pouvez voir avec Mesmer, entre autres, sur scène ou à la télé. Et puis je suis aussi dans un réseau professionnel en fait, Tiwaz. C'est un réseau qui est tout récent en fait, qui s'est fondé en octobre. On est déjà 25 personnes. Et donc voilà aussi pour avoir des nouvelles personnes, des gens qui peuvent me recommander. Et puis plus je parle de l'hypnose, plus j'explique ce que c'est. Je me dis si aujourd'hui je vous en parle, et puis les gens qui vont regarder et je vais leur expliquer des trucs, et demain ils réexpliqueront, ils diront tu sais l'hypnose c'est pas comme à la télé en fait. Voilà, donc je me dis petit à petit en fait si on explique ça, les gens vont comprendre en fait c'est quoi l'hypnose thérapeutique quoi. D'accord. Voilà. Et justement, dans ce parcours-là de vie que tu as eu, quel est pour toi le plus grand de tes apprentissages? Qu'est-ce que tu as appris? Tu n'avais pas prévu d'apprendre ça, tu vois ce que je veux dire? Je dirais que c'est d'être toujours dans l'action en fait. Ah oui. Parce que forcément, quand tu te lances, il faut bien se douter que ton agenda, il n'est pas rempli de consultations toute la semaine en fait. Donc le pire, ça serait de se dire en attendant... Voilà. Donc moi j'ai un planning en fait de semaine,
Et dans ma semaine, il y a des trucs qui sont immuables, quoi. Je me dis, voilà, toutes les semaines, je vais poster une vidéo sur Instagram. Toutes les semaines, je vais faire des publications. Et donc, j'ai des couleurs. Moi, je fonctionne par couleurs dans mon agenda, parce que comme ça, c'est visuel. Et un truc qui est hyper important, c'est un conseil qu'on m'a donné et que je suis et qui je ne déroge pas, c'est que toutes les semaines, je vais rencontrer 2 nouvelles personnes à qui je vais parler de mon métier. Ah oui. Voilà. Donc tu t'es mis des KPI, c'est ça. C'est ça, tu t'es dit tous les semaines tu rencontres 2 personnes à qui tu voilà. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas bête ça. Parce que ces 2 personnes, déjà c'est de nouvelles personnes, je vais pas forcément leur demander de prendre un rendez-vous dans mon cabinet, enfin voilà. Ouais. Mais je leur parle de moi, donc elles vont parler de moi et etc. Et en fait, et si tu te tiens à ça, t'es dans l'action en fait. Et je pense que quand t'es dans l'action, déjà tu rumines moins parce que sinon j'ai pas de rendez-vous, qu'est-ce que je fais, voilà. Et donc moi je pense que c'est une façon de faire, en fait, c'est de se dire, voilà, je suis dans l'action, je suis à plein temps, en fait. Que mon agenda soit rempli ou pas de consultation, je suis à plein temps, donc je suis chef d'entreprise. Parce que je pense que l'erreur que font certains quand ils se lancent comme ça, voilà, à leur compte, ils ne se rendent pas compte qu'ils veulent être, par exemple, hypnothérapeute, ils veulent se lancer, je ne sais pas, moi, fleuriste, n'importe, parce que c'est génial, parce que c'est sympa, parce que machin. Ouais, mais il y a aussi tout ce côté entreprise, on est chef d'entreprise en fait. Donc on doit gérer tout le reste en fait. Oui, on doit gérer l'entreprise, on doit gérer ses locaux, on doit gérer ses fournitures, on doit gérer ses rendez-vous, on doit gérer sa communication, on doit être son propre commercial. On fait pas juste une activité qui nous plaît. Il faut pour toutes les personnes qui auraient envie de se lancer, prenez bien en compte que demain vous êtes chef d'entreprise en fait. Ouais, c'est vrai. Et donc c'est pas juste, tu le sais, c'est pas juste faire le métier qui nous plaît. C'est aussi tous les à côté. Et ça, il faut en avoir conscience avant d'y aller. Et moi, le comble que j'ai trouvé dans mon changement aussi, c'est que avant, je faisais de la photo, beaucoup en loisir, et puis je faisais aussi quelques mariages. Et à partir du moment où je me suis mis à temps plein, finalement, je fais de moins en moins de photos, quoi. C'est ça parce qu'il y a tellement de choses à côté, comme tu disais, la communication. Donc là, on a lancé le studio podcast, les événements qu'on organise ici. Enfin, il y a 36 choses qui font que la part de photographie, elle a baissé dans mon quotidien. Ouais. Et le week-end, j'avoue que j'ai moins l'envie de faire de la photo loisir parce que je suis tellement dans cet univers de l'image que le week-end, je vais plutôt lire ou me balader, enfin le week-end, quand on en a, les moments de libre que j'ai, je vais plutôt être dans d'autres loisirs que des loisirs qui se rapportent à mon activité professionnelle. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il faut, des fois, faire de sa passion son métier. C'est pas aussi simple parce que lorsque la passion devient un métier, il y a tous les aspects que tu disais à côté de communication, les papiers, l'administratif et tout ça, toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte et la compta, qui prennent finalement beaucoup de temps et qui font que ce pourquoi normalement on travaille, finalement en proportion de la journée, c'est pas ce qui prend forcément le plus de temps, quoi. Ouais. Alors, c'est peut-être pas forcément le cas en hypnothérapie, mais pour la photographie, c'est ça. Hein. Les photographes que je connais, finalement, leur appareil photo, c'est surtout pour travailler. Et le côté loisir se perd un petit peu, quoi. Est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu utilises comme outil de tous les jours, dans ton activité professionnelle ? J'utilise CapCut. Je me fais aider et conseiller par ma petite nièce qui m'envoie des messages. J'ai vu ta vidéo, Tata, tu sais, tu peux faire ça à la fin, tu peux changer comme ça, parce que je découvre en fait. Je pense qu'aussi il faut être un petit peu curieux et il faut avoir envie d'apprendre quand on fait des choses comme ça. Donc au quotidien, j'utilise Instagram, tout ça évidemment sur les réseaux sociaux. J'utilise la musique aussi. Je cherche toujours des musiques un peu sympas à utiliser dans mon cabinet, parce que je travaille avec la musique dans mes séances d'hypnose. Voilà. Parce que j'ai toujours aimé la musique et parce que c'est une façon de travailler qui est assez chouette et qui met bien la personne en immersion totale. Je dirais que j'utilise aussi LinkedIn pour communiquer. Pour me faire connaître, pour connecter. Ça marche bien pour toi, LinkedIn ? Pour l'instant, non, mais parce que je ne m'y suis pas penchée à fond, quoi. D'accord. Ouais. En fait, je fais des choix. J'avoue que LinkedIn, j'ai un petit peu du mal à comprendre. Ouais. À la fois, tout le monde y est, et en même temps, je trouve qu'il y a assez peu d'interactions. C'est-à-dire que
quand on envoie des messages, le retour des messages n'est pas forcément très présent. Enfin, je sais pas, j'avoue que c'est un réseau social que j'ai du mal un petit peu à comprendre, quoi. Ouais, puis c'est un réseau qui a beaucoup changé en fait. Ah oui? Je pense, voilà, les 2, 3 dernières années. Ouais. Donc, je pense que c'est important d'y être. Oui. Voilà, que les gens tapent ton nom, qu'ils puissent te retrouver à un moment donné. Et c'est quand même un canal qui est normalement réservé aussi aux professionnels. Voilà, moi, je ne m'y suis pas concentrée pour le moment. Je présente, j'ai quand même voilà, mis 2, 3 petites choses qu'on sache ce que je fais. Mais je pense qu'aussi, ça, c'est un de mes choix. C'est de me dire, bah voilà, là, je me concentre sur, par exemple, Instagram. J'ai un site internet. Je fais beaucoup de réseaux pro, d'afterwork, etc. Et puis après, je me dis, bah tiens, je vais peut-être faire une chaîne YouTube pour faire voilà, des vidéos d'hypnose, pour accompagner les gens quand ils sont à domicile, mes clients, mais aussi des gens que je ne connais pas. Et puis peut-être qu'après, je vais commencer à parler un petit peu plus sur LinkedIn, etc., etc. Je pense que si tu veux tout faire d'un coup, là, tu fais rien de bien, quoi. Ouais, voilà. Ouais, t'as raison. Je pense qu'il faut se concentrer. On a plein d'envies, en fait, quand on se lance. Ouais. On a envie de faire 10 000 trucs. Moi, j'ai 10 000 idées à la minute, quoi. Mais je les note. Et puis après, je me dis, bah voilà, là, je vais avancer sur ça, sur ça, sur ça. Et puis, dans un deuxième temps, quand voilà, je serai plus à l'aise sur tel ou tel truc, et quand j'aurai atteint des objectifs, je me fixe des objectifs, forcément, et bien après, je passerai à autre chose, quoi. Tu donnes l'impression d'être quelqu'un de très organisé, en tout cas. Ouais, quand tu as 4 enfants, tu n'as pas le choix. Ah oui. Je pense que c'est ce qui m'a... ça a été un atout pour moi, je pense, d'être maman de 4 enfants. Est-ce que tu peux préciser ça, justement ? Eh bien, quand tu as 4 enfants et que tu es accompagné, déjà, c'est quand même sportif. Hein. Mais quand tu as 4 enfants et que tu es toute seule à la maison, si tu n'es pas organisée, tu te noies, en fait. Hein. D'accord. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, je pense que je les guide vers l'autonomie, en fait, aussi. Et effectivement, ouais, je suis organisée parce que quelque part, je n'ai pas le choix. Parce que des fois, on me dit oh, « mais comment tu fais ? Comment je fais ? C'est ma vie, c'est mon choix, c'est mes enfants, ils sont là, donc on fait. » Mais effectivement, le fait d'avoir 4 enfants à la maison, ça me pousse aussi à un équilibre, en fait, parce que si j'ai changé de métier aujourd'hui, c'est pas pour avoir la même amplitude horaire que ce que j'avais avant. C'est pas pour faire la même chose, ou quand ma fille un jour me dit « Maman, moi je veux pas être une maman comme toi après, quand je serai plus grande. » Oui. Et là, tu dis, mais pourquoi tu dis ça, ma chérie ? Ouais. Et là, elle me dit, mais parce que tu travailles trop. Quand tu rentres à la maison, en fait, tu n'es pas vraiment là, parce que tu regardes toujours ton téléphone, et puis tu ouvres ton ordinateur, et tu regardes tes mails, et voilà. Et donc, je pense que trouver cet équilibre en me disant, bah voilà, le week-end, c'est le week-end. Voilà. Par exemple, moi, j'ai décidé que je ne consultais pas le samedi. D'accord. Samedi, dimanche, voilà, c'est le week-end, c'est le repos, on fait autre chose. Et je ne traite pas d'urgence, en fait, en hypnose. Hein. Donc, à un moment donné, même si les gens ne peuvent pas venir me voir en urgence parce que tout d'un coup, ça ne va pas. Donc, je pense qu'on peut avoir tendance, quand on se lance comme ça dans l'entrepreneuriat, à se dire, il faut que je réponde au téléphone dès que ça sonne, il faut que... Voilà. Moi, je ne suis pas comme ça. Je me dis, en fait, voilà, il n'y a pas d'urgence, je ne fais pas de la chirurgie cardiaque, personne ne va mourir si je ne réponds pas au téléphone. Donc, ça peut attendre lundi, en fait, et les gens, ils attendent, et ça se passe plutôt bien. D'accord. Et donc ta journée type, elle se déroule comment ? Comment ça se passe, voilà, la matinée, le soir, le week-end ? Comment tu gères ton temps et comment tu l'organises ? Déjà, j'ai la chance, enfin j'ai la chance non, parce que j'ai fait ce choix, mais d'accompagner mon petit garçon, parce que j'en ai un que j'accompagne encore à l'école. D'accord. Donc je peux l'accompagner à pied à l'école, et ensuite je file au cabinet. Voilà, donc soit j'ai des consultations dès le début de la journée. D'accord. Donc une consultation, ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie, hein, ça dépend, c'est toujours un petit peu plus long la première fois parce que je prends un long temps d'échange pour savoir pourquoi la personne est là. Et puis entre 2 consultations, si j'en ai pas 2 à suivre, j'installe mon téléphone sur mon bureau, j'essaye de me faire une petite vidéo, un petit truc, je recommence 1 fois, 2 fois, 3 fois, je fais mes petits montages, mais voilà. Je lis beaucoup aussi. Parce que j'ai besoin d'enrichir énormément ma pratique. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'hypnose, mais on fonctionne beaucoup avec les métaphores, des histoires. On raconte des histoires à l'inconscient pour qu'ils comprennent les choses. Donc je lis énormément pour m'enrichir, en fait. Il y a aussi de la littérature spécialisée aussi, évidemment pour les thérapeutes. Mais voilà, je lis et puis j'enregistre parce que moi, je ne suis pas en train de lire un livre quand je fais de l'hypnose. Donc voilà, il faut que j'enregistre et que j'emmagasine en fait un certain nombre d'histoires, de métaphores. Il faut que je les apprenne
apprennent par cœur pour pouvoir les refaire ensuite voilà. Donc, et puis, une ou deux fois par semaine, hein, dans ma journée, je rencontre quelqu'un. Aujourd'hui, par exemple, j'ai rencontré une naturopathe. Voilà, j'ai vu qu'il y avait une naturopathe pas loin de chez moi. J'ai voulu la rencontrer parce que je vais enrichir en fait mon offre et pouvoir proposer un accompagnement global aussi aux personnes qui viennent me voir, parce que je ne peux pas tout faire non plus. Donc, je rencontre régulièrement des gens et j'élargis comme je dis toujours, je tisse un peu ma toile, mon réseau, ma toile pour me faire connaître d'un maximum de personnes. Et puis aussi pouvoir proposer un accompagnement global aux personnes qui viennent me voir au cabinet. Est-ce que c'est un milieu qui a de la concurrence ou pas du tout? Oui, il y a quand même pas mal d'hypnothérapeutes. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a différents types d'hypnose. Donc l'hypnose ericksonienne qui est la plus connue, il y a aussi l'hypnose humaniste, etc. Donc il y a différents courants, donc les gens vont se diriger aussi vers le type d'hypnose qui leur convient. Moi, j'ai fait un choix aussi de me dédier, de me spécialiser en fait plus dans l'accompagnement des femmes. Et donc, je pense que ça, c'est aussi un vrai choix. Et à un moment donné, quand on se lance comme ça dans l'entrepreneuriat, il faut faire des choix. On voudrait plaire à tout le monde, mais quand on essaye de plaire à tout le monde, finalement, on ne plaît pas à grand monde. Hein. En tout cas, ce qu'on dit dans la communication, il faut se nicher, il faut essayer de trouver la cible à qui on a envie de parler, en fait, celle qui nous correspond. Et donc, oui, il y a de la concurrence, mais si tu trouves le public en fait, à qui tu as envie de t'adresser, tu vas avoir en fait, ta place, quoi. Ok, ouais. Donc, tu as fait cette analyse-là avant de débuter. Ouais. D'accord. Ouais, forcément, j'ai fait ma petite étude de marché, j'ai regardé ce qu'il y avait autour de moi. Et donc, voilà, il y a une autre personne qui est pas loin de moi, en fait, qui est hypnothérapeute, qui accompagne plutôt les enfants, une autre qui accompagne plutôt sur... je ne sais pas si vous connaissez cette phobie, c'est la phobie de conduire sur les grandes routes, en fait, sur la 4 voies, sur les grandes routes. Il y a des gens en fait, qui ne peuvent pas conduire sur ça. Donc elle s'est spécialisée là-dedans. Moi, ne me demandez plus le nom de la phobie parce que... Moi, j'ai la phobie des grands ponts. D'accord. Genre le pont de Saint-Nazaire, c'est une horreur, quoi. Ouais. Bon écoute, je te donnerai l'adresse du cabinet. Ça, tu peux pas t'occuper de ça? Là comme ça, non. Non. Ouais. Parce que c'est de la thérapie en fait. C'est pour ça que, et ça fait partie des choses où je suis contente d'être là aussi pour en parler, parce que souvent on a l'image de l'hypnose, c'est de la magie. On va voir un hypno, on sort du cabinet et ça y est. Voilà. Non, ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Pourquoi c'est de la thérapie? Parce que en fait, assez simplement, imagine ça, c'est ton cerveau qui réfléchit. Okay, ça, c'est ton cerveau émotionnel. Depuis tout petit, en fait, jusqu'à l'âge adulte, tu as vécu plein de choses dans ta vie. Et ton cerveau émotionnel, la plupart du temps, il les a digérés, il les a classés, il les a archivés, il est passé à autre chose. Ouais. Et puis parfois, il y a des choses qui sont restées bloquées là, en fait. Alors de manière consciente ou inconsciente, mais c'est pas digéré. Et donc moi, avec mes techniques hypnotiques, je vais faire en sorte que ces choses qui sont là, en fait, qui sont restées bloquées, soient digérées, que ça passe à autre chose. Comme ça, c'est plus ton cerveau émotionnel qui prend le contrôle, mais c'est ton cerveau qui réfléchit. Et quand on a une phobie, par exemple, comme ça, tu es bien conscient, si tu réfléchis, tu dis, bon, il n'y a pas de raison, en fait, tout va bien, je peux passer sur un pont, quoi. Sauf que là, c'est pas ton cerveau qui réfléchit, hein. C'est ton cerveau émotionnel qui se dit, ah non, c'est pas possible, en fait, passer sur un pont, il y a un truc qui se passe en toi, voilà. Mais certainement parce qu'il y a des choses qui se sont passées là. Donc, en fait, on les débloque pour que, voilà. Alors, ça peut se faire en une fois, ça peut se faire en 2 fois, des fois, c'est hyper rapide, hein. Des fois, en une séance, effectivement, ça fonctionne. Ouais. Mais c'est pas toujours le cas. Ça dépend, en fait, de ce qui est bloqué et de combien il y a de blocage. D'accord. Voilà. Est-ce que tu veux une question un peu taboue? Allez. Ou il faudra que tu me répondes honnêtement. Okay. Parce qu'ici, on veut la vérité. On veut la vérité, les Français veulent savoir. Okay. En toute honnêteté, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un patient qui finalement a été insatisfait de son soin? On parle d'un soin? Ouais, de sa thérapie. Et comment tu as géré cette insatisfaction? Et ne te dis pas que ça n'a pas existé, ça a forcément existé. Alors, en toute honnêteté, pour le moment, non, mais peut-être parce que je suis encore trop jeune dans ma pratique. Ouais. Je sais que ça peut arriver, effectivement, pour plusieurs raisons. Soit parce que la méthode qu'on utilise
voilà, avec cette personne en fait n'est pas la bonne, c'est peut-être pas l'hypnose en fait qui lui faut, qui lui correspond. Et il y a d'autres pratiques, c'est pour ça que moi je m'entoure en fait d'autres praticiens pour pouvoir dire ben voilà, là en fait moi je vais pas pouvoir vous accompagner, ça fait 2 fois qu'on se voit, il n'y a pas de changement, il faudrait peut-être aller voir quelqu'un. En fait on n'est pas des dieux, on n'est pas surpuissant, et donc ouais, ça peut arriver de se dire ben c'est ok en fait, moi si la personne voilà, on sait effectivement que l'hypnose elle est hyper puissante et qu'elle peut hyper bien fonctionner, mais si à un moment donné ça fonctionne pas, il faut pas forcer et il faut aiguiller, ou en tout cas dire à la personne ben voilà, je pense qu'effectivement aujourd'hui voilà, ça n'a pas l'air de produire d'effet sur vous, vous pouvez tout à fait choisir une autre pratique. Donc avoir l'humilité justement de ne pas considérer qu'on... Moi je suis complètement ok avec ça en fait, hein. En hypnose on pratique ce qu'on appelle la position basse en fait, hein. Donc c'est voilà, on n'est pas surpuissant. Position basse, est-ce que tu peux expliquer? Et ben en fait c'est le praticien en fait, il est pas surpuissant. Il ne faut pas que les gens me voient comme quelqu'un d'extraordinaire. Non, je suis à leur hauteur. On est vraiment en dessous. C'est l'inverse justement de Mesmer, qui pratique la position haute. Oui. C'est-à-dire qu'avant même d'arriver sur scène, tu as des grands écrans qui parlent de lui, de tout ce qu'il fait dans les médias. Donc, on rend déjà le personnage hyper impressionnant, quoi. Ouais. L'hypnose de Mesmer commence au moment où les gens achètent le billet de spectacle. Ouais. Parce que les gens qui achètent le billet, déjà, ils commencent à conditionner un petit peu leur cerveau. Ils ont envie qu'il leur arrive quelque chose. Hein. Parce que voilà, en fait, déjà, c'est un public qui a payé qui est réceptif parce qu'ils ont payé pour venir. Il me semble que c'est pas donné. Et donc, le fait de sortir sa carte et de payer est un premier conditionnement. En tout cas, ça te met en condition, ça te met en condition. Déjà, Ensuite, tu rentres dans la salle et s'il y a d'énormes images de lui, ça renforce la position hyper puissant. Et à chaque fois qu'on le voit à la télévision, il est très sûr de lui, il a une posture et tout ça. Et donc, évidemment, que lorsqu'on se retrouve sur scène face à 500 personnes et qu'il vient sur nous avec des yeux et tout ça, eh bien, il suffit de pas grand-chose pour que le cerveau il déconnecte parce qu'il y a tout qui a été mis en condition. Mais compris. J'imagine que quelqu'un de très cartésien, un étranger par exemple, qu'importe, quelqu'un de très cartésien qui ne le connaît absolument pas, qui arrive là dans la salle, il serait moins facilement hypnotisable, quoi. Effectivement, le fait qu'il soit déjà hyper connu, tout ça. Et en plus, ils utilisent des tests pour repérer dans la salle ceux qui sont plus étirés, les doigts, les machins. Il y a 5% de la population qui est hyper suggestible. C'est ça. Alors, voilà. Donc forcément, sur une salle de spectacle, il y en a forcément. Sur une salle de spectacle normale, il y aurait 5%. Mais ceux qui viennent voir le spectacle de Mesmer sont en plus... Alors, je ne sais pas s'ils sont plus suggestibles, mais en tout cas, ils ont envie qu'il leur arrive quelque chose. Ouais. Ils ont déjà, effectivement, comme tu dis, il y a un conditionnement de base. Mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Mais effectivement, il sait très bien rodé tout ce qu'il fait, hein, comme tu dis. Ouais, et dès qu'il arrive sur scène, il parle. Et il n'arrête pas de parler. Il est déjà en train de faire ce qu'il a à faire. Et puis je crois qu'il y a des caméras qui repèrent les comportements. Je crois qu'il a des assistants qui regardent derrière les écrans les comportements, la façon dont les gens s'assoient, machin, etc. Et ce qui fait que sur scène, les humoristes font ça aussi, hein. Il y a des caméras pour repérer un petit peu les gens, pour pouvoir des fois réagir sur une tenue particulière, sur un couple, ils ont l'air... Enfin voilà, ça aide au spectacle. Et je pense que... Parce que je pense pas que les gens arrivent et puis ça y est, le spectacle commence. Je pense qu'il y a un temps où les gens s'installent, machin. Il y a des choses qui se passent avant, bien sûr. Qui se passent avant. Et tout ce moment-là d'installation, avant qu'il vienne, c'est déjà un moment d'étude. Mais on a ça aussi dans la magie. Hein. Ah bah, complètement, en fait. Hein. Il y a une sorte d'hypnose dans la magie, en fait. Oui. On détourne, on capte l'attention, en fait. Autrement, les gens, ils sont complètement... Ils ne voient pas ce qu'il y a sous leur nez, en fait. J'ai eu l'occasion de rencontrer un magicien qui s'appelle Tom Wooda. Et en fait, lui, il est un petit peu énervé contre les mentalistes parce qu'il dit que le mentalisme est une partie de la magie et que les mentalistes sont juste des magiciens déguisés. Et donc, voilà, parce que je suis un petit peu d'accord. Les magiciens utilisent le mentalisme. C'est quelque chose qui est pour eux très connu dans la magie. Et quelquefois, ils voient des tours de magie, mais voilà, en réalité, opérés par des mentalistes. Il dit, bah non, ça, c'est pas du mentalisme, c'est de la magie, quoi. Bien sûr. Donc, mais cela dit, c'est très intéressant. Et ce qui est important de savoir quand même dans les spectacles de Mesmer, c'est que les personnes qui sont sur scène et qui font ce qu'ils font, ils sont OK pour le faire. Ouais. D'accord ? On fera jamais faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Je m'explique. C'est-à-dire que dit, oui, mais les gens, ils ont quand même l'air ridicules, ils font des trucs, machin, nanan, etc. Si à un moment donné, pour la personne, c'est pas écologique, c'est-à-dire que vraiment, ça va à l'encontre de ce qu'elle est, de ses valeurs, elle va sortir d'hypnose.
Je l'ai vu, moi, en fait, quand j'ai été voir un spectacle comme ça. À un moment donné, il y a une personne sur scène qui est sortie, en fait, de transe. On l'a fait descendre, l'air de rien, paf, il est parti. Donc, et il explique bien avant de commencer quand même que les personnes ne risquent rien, il donne quand même des messages qui font que les gens vont se laisser aller. Mais tout ce que les gens font, ils le font, ils sont OK pour le faire, ils s'en souviennent, ils savent qu'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, mais qu'ils ne le maîtrisent pas. Et il y a une partie d'eux qui est complètement OK pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Et pourquoi tu as décidé de travailler, de pratiquer ton activité qu'avec des femmes ? Alors, par rapport à mon parcours de vie, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé, mais je me suis destinée aux femmes, alors parce que je suis une femme qui parle aux femmes, parce que toute ma vie, toute ma carrière, j'ai accompagné principalement aussi des femmes, et parce que moi-même, j'ai lutté longtemps contre des compulsions alimentaires, des problèmes de poids. Longtemps, j'ai eu l'impression que c'était la moitié de ma vie, et c'est grâce à l'hypnose, en fait, que je suis sortie de ça et que j'ai été libérée, en fait, de ces compulsions alimentaires, que je me suis retrouvée, que je me suis à nouveau sentie bien, confiante, et j'ai envie de pouvoir transmettre ça. En fait, j'ai envie de pouvoir donner cette libération, de pouvoir transmettre ça, en fait, à d'autres personnes, pour pouvoir faire vivre ça à d'autres femmes comme moi je l'ai vécu à l'époque. D'accord. Donc, je pense que c'est en grande partie pour ça. Alors, Valérie, où est-ce qu'on peut te retrouver, sur quel réseau, enfin voilà, est-ce que tu... Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Comme Tu nous as pas dit où tu pratiquais tout à l'heure. Donc, je suis à Bréal-sous-Montfort. D'accord. Voilà, mon cabinet est à Bréal-sous-Montfort, un cabinet que j'ai vraiment pensé dans les moindres détails, dans la déco, dans tout, pour que les gens s'y sentent le mieux possible. Donc voilà, à Bréal-sous-Montfort. Et on peut te contacter si on a quel type de problème ou de problématique? Voilà, alors, donc comme je parle, effectivement, les compulsions alimentaires, ça, je travaille beaucoup avec ça, les problèmes de sommeil, les phobies. L'arrêt du tabac, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, les peurs, le mal-être en général, les gens qui se sentent un peu déprimés. Et puis des fois, les gens viennent juste me voir en me disant je ne sais pas trop en quoi vous allez pouvoir m'aider, mais je ne sais pas, en ce moment, je sens que ça ne va pas. Et puis, ça se met à pleurer. Et puis là, on va chercher. Voilà. Et j'aide également les étudiants. J'ai des étudiantes qui viennent me voir pour l'anxiété, parce que quand on est étudiant, il y a quand même l'anxiété, préparation aux examens, aux oraux, aux jurys, aux choses comme ça, et permis de conduire, ça sur des séances qui sont assez sympas à faire. Écoute Valérie, merci beaucoup pour ta venue, c'était vraiment très intéressant. Si vous avez des questions à poser à Valérie, je pense qu'ils peuvent les mettre en commentaire, tu pourrais répondre. Tout à fait. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à commenter cette vidéo, à liker évidemment, partager. Et puis si vous avez des questions, des points d'éclaircissement dont vous avez besoin, n'hésitez vraiment pas à les noter. Je pense que Valérie sera un plaisir avec grand plaisir de répondre. Et merci pour ce 4e épisode. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Et voilà, au revoir.